député La France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anne Hidalgo annonce ce matin la création de places d'hébergement pour les sans-abri à l'hôtel de ville, dans les mairies d'arrondissement. Elle encourage les entreprises à imiter cette démarche. Vous dites quoi? Coup de com', bonne initiative qu'il faudrait reproduire un peu partout en France? Mais je dis rustine peut être utile, mais sur un pneu crevé qu'il convient de changer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. Et si on s'intéresse particulièrement à la question du logement, récemment il y a eu la loi Elan à l'Assemblée nationale, force est de constater que la politique du gouvernement risque d'aggraver encore la situation, parce que si Emmanuel Macron pense que c'est simplement en faisant de l'incantation et des injonctions à la baisse des loyers que les organismes, notamment HLM, qui par ailleurs subissent aussi la baisse des APL, comme les allocataires, parce que derrière, moins d'APL, ça veut dire moins de capacité aussi à rénover du bâti qui est existant, on va construire de nouveaux logements. Bref, il y a une politique globale. Alors effectivement, qu'en attendant, il y a besoin de gérer l'urgence en bout de course. C'est ça, parce qu'effectivement, en France, c'est 8 millions de pauvres, c'est à peu près 4 millions de mal logés. Même 9 millions. Et on n'a pas de chiffre très précis sur les SDF, mais au moins 150 000 dit l'INSEE. Il faut effectivement, vous le suggériez, plusieurs années pour construire des nouveaux logements. Il y a besoin, en attendant, et ces hébergements d'urgence, ils ont un rôle. Toute mesure d'urgence est bienvenue, mais il ne faudrait pas que ça empêche de consolider quelque chose qui soit un véritable plan d'éradication de la pauvreté. Parce que quand Emmanuel Macron court les plateaux ou même fait de grandes conférences, d'ailleurs ce qui n'est pas franchement de mon point de vue le rôle du président de la République, mais plutôt celui du Premier ministre, pour aller présenter de multiples plans. On a vu récemment le plan santé ou le plan pauvreté, qui par ailleurs sont des plans, disons-le... S'il ne faisait pas, vous lui reprocheriez peut-être de ne pas être assez impliqué. Pour moi c'est le rôle du chef du gouvernement de présenter ces plans. Emmanuel Macron a l'air de penser que la santé ou la pauvreté, comme l'écologie d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, il suffit d'en parler pour régler les problèmes. Non, moi je dis un plan sans sous, aujourd'hui c'est un plan qui ne vaut pas un clou. Parce que pour Emmanuel Macron, quand il s'agit de redistribuer toujours plus de capital à celles et ceux qui en ont le plus, là il est toujours très conséquent. Et il n'y a pas de difficulté à trouver de l'argent. Par contre, pour la pauvreté ou pour la santé, le préalable de son discours c'est de dire on a besoin de mieux accompagner ou de réorganiser. Par contre, jamais de plus financer. C'est un problème. Donc moi, je pense que nous avons de multiples propositions à formuler pour un plan global d'éradication de la pauvreté. Je vous soumets comme ça à la volée 2 idées. Par exemple, étendre la gratuité. Pas la gratuité pour la gratuité, parce que bien sûr, la gratuité a un coût. Mais on pourrait imaginer, par exemple, que les transports soient gratuits. En plus, il y a du bénéfice écologique derrière. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, d'étendre... Gratuit pour tout le monde, vous voulez dire? Mais évidemment, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que des couches de la population fassent sécession de l'ensemble. Quand on propose la gratuité, y compris par exemple celle des premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie, c'est pour tout le monde. Et on pourrait imaginer, par exemple, pour financer cette gratuité, que l'eau qui sert non pas à boire et à se laver, c'est-à-dire celle qui est indispensable, mais celle qui, pourquoi pas, sert à laver sa voiture, je fais pas de reproche à ceux qui ont à laver leur voiture, coûte un peu plus cher. Bref, il y a des solutions. Par ailleurs, le fait que certains minima sociaux ou les allocations, vous savez, ce fameux pognon de dingue qu'a fustigé Emmanuel Macron, soient sans cesse rabotés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on dit on va augmenter seulement de 0,3% certains minima ou même les retraites, et on va les désindexer de l'inflation, alors que l'inflation est à 1,7, de fait on peut raconter ce qu'on veut, on grève le pouvoir d'achat. Bref, bien évidemment que pour les communes, il y a à gérer des situations d'urgence qui nécessitent sans doute des mesures d'exception, mais il faut un plan beaucoup plus global et surtout financé. D'accord. Alors, après Emmanuel Morel, c'est la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann qui a décidé hier de quitter le PS. En attendant peut-être Julien Gray qui y songe, c'est en tout cas ce qu'il dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Je propose qu'on écoute quelques secondes Marie-Noëlle Lienemann et on en parle. Socialistes hors du parti que dans le parti. Et donc à ces socialistes-là, à toutes celles et ceux qui se sentent partie prenante de ces combats, je leur dis rejoignez ce nouveau Front populaire. Alors un nouveau front populaire, manifestement construit plus ou moins autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Est-ce que ce rôle un peu central, ce rôle de pivot dans la recomposition de la gauche aujourd'hui, vous l'assumez, vous le revendiquez, vous y êtes prêt ? Mais avons-nous le choix? Évidemment que nous y sommes prêts et que nous devons assumer cette responsabilité. Vous savez, on analyse la situation politique froidement. On a la Macronie qui est dans une impasse de fond,
et de forme, l'exercice du pouvoir. On y reviendra. On a la menace partout en Europe de l'extrême droite, qui est la mauvaise solution à une colère légitime. Et à côté de ça, nous devons être l'alternative. La séquence de 2017 nous permet de tirer quelques enseignements. D'abord, il ne vous aura pas échappé que sur ce camp, disons, largement progressiste, que vous qualifieriez de gauche, eh bien, nous sommes aujourd'hui en situation d'être devant. Et par ailleurs, devant la social-démocratie dans un rapport de 1 à 3 à l'issue des urnes de 2017. Donc, évidemment que cette position nous responsabilise. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, pour agiter nos drapeaux et faire du témoignage. Nous n'avons jamais prétendu à autre chose que d'exercer les responsabilités, que d'accéder au pouvoir, non pas par orgueil ou par arrogance, mais parce que nous pensons que les urgences que nous avions déterminées lors du scrutin présidentiel et les solutions que nous continuons à porter chaque jour par de multiples propositions, notamment à l'Assemblée nationale, sont toujours d'une urgence criante. Donc le Parti socialiste est mort aujourd'hui, vous diriez ça? Mais ce que l'on voit là doit être mesuré comme un événement, parce qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on a pu voir il y a quelque temps, de sorties individuelles avec des gens qui, dès lors qu'ils sortent du Parti socialiste, sont occupés à acheter des pierres à la France insoumise. D'abord, je dois dire que ça fait du bien. C'est rafraîchissant de voir des responsables socialistes sortir, faire une scission du parti sur du fond, sur du contenu. Ça fait longtemps qu'au PS, on n'a pas entendu parler d'idées nouvelles, voyez-vous. Donc quand on a une convergence, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, convergence d'idées, effectivement, on ne va pas demander le certificat de baptême à celui ou celle qui veut venir nous renforcer. Vous savez, en 2017, on est quand même passé près de ce résultat. Les 4 premiers candidats étaient dans un mouchoir de poche. La prochaine fois, il n'est pas question de laisser le pays perdre du temps comme il le fait actuellement avec Emmanuel Macron. Pour être clair pour vous, là, on assiste à la mort du Parti socialiste, oui ou non? Mais ça le regarde, mais je pense que son agonie, à lui, pour le coup, est consommée depuis un certain temps. Et on imagine mal, d'ailleurs, que le Parti socialiste puisse raisonnablement se remuscler, avec aujourd'hui en coulisses, quelque part, à sa tête, sans le dire, celui qui a été son principal fossoyeur, à savoir François Hollande. Ça a le mérite d'être clair. Donc là, ce qui se passe, c'est une scission. Il va y avoir de multiples élus. Ils vont créer un parti, ça va leur appartenir. Moi aussi, je suis membre d'un parti politique par ailleurs. Mais la France insoumise ne prétend pas à être un parti politique. Elle prétend être un grand mouvement populaire, avec des niveaux d'implication différents, des gens qui viennent de parcours politiques différents, mais qui se retrouvent sur le fond, sur un programme. C'est pour ça qu'on parle de convergence, voyez-vous, et non pas de rassemblement. Il ne s'agit pas de se retrouver autour de la table et de dire alors qui on met où pour faire une jolie liste, etc. C'est de voir est-ce que nous avons à partager sur le fond. Justement, Adrien Quatennens, le rassemblement, c'est sur quelle base? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui aspirent à rassembler un grand mouvement de gauche autour de la France insoumise doivent accepter la 6e République, doivent accepter la sortie de l'OTAN, doivent accepter le plan B sur l'Europe, doivent accepter un plan de relance de plus de 200 milliards d'euros comme le proposait Jean-Luc Mélenchon dans son programme présidentiel? En d'autres termes, est-ce que tout ce que vous proposez est à prendre ou à laisser, ou est-ce qu'on peut discuter d'un programme commun et sur quelle base? Alors d'abord, je vous demande de comprendre plusieurs choses. Il n'est pas question, d'ailleurs on ne parle pas d'un rassemblement de la gauche ou d'union de la gauche, pour une raison simple, c'est que si on parlait comme ça manquerait cruellement d'ambition, voyez-vous, parce que vu ce que pèse aujourd'hui la gauche et le nombre de Françaises, de Français qui se sentent enthousiastes à l'idée de se rallier à cet étiquetage, dont on comprend mal aujourd'hui encore ce qu'il veut dire quand on voit François Hollande s'en revendiquer, nous appelons à faire autre chose. On parle de fédérer le peuple. Certes, et quand je parle de fédérer le peuple, si la gauche n'est pas unie, elle n'a aucune chance de gagner. Oui, mais en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en mouvement des dizaines de milliers de personnes qui, aujourd'hui, n'attendent pas des accords d'appareil ou que... Vous savez, ça intéresse les militants politiques. Moi, ce qui m'intéresse, y compris dans les mobilisations, dans nos actions, c'est de voir qui sont celles et ceux... des partis et des appareils pour former... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation à la France insoumise où vous avez des gens de catégories sociales, socio-professionnelles tout à fait différentes qui nous écoutent. On s'adresse à une base qu'était la classe ouvrière d'antan, mais aujourd'hui, quand on parle du peuple, il inclut cette classe ouvrière, mais ne s'y résume pas. Moi, voyez-vous, partout à Lille, quand je suis interpellé par des gens, vous avez des gens qui sont dans des positions sociales, disons, de classe moyenne, c'est comme ça qu'on les appellerait, qui sont des managers, qui eux-mêmes, à leur niveau, dans leur entreprise, subissent les conséquences d'une compétition généralisée qui finit par les atteindre eux-mêmes. Et donc, ce que propose la France insoumise leur paraît, à l'épreuve des faits, raisonnable. Parce que le programme que vous venez de décrire à grands traits, figurez-vous qu'à l'épreuve des faits, il apparaît de plus en plus que comme chose de désirable et de raisonnable. Voilà ce que nous essayons de faire. Quand on demande à Marie-Noëlle Lienemann ce qui potentiellement peut lui poser problème dans une alliance ou dans un rapprochement, en tout cas avec Jean-Luc Mélenchon, elle évoque 2 choses. Et elle dit, je cite, 1, Chavez et Maduro, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et elle dit, 2, pour moi, le communautarisme, je cite toujours, c'est niette. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais je sais que chez certains, à la France insoumise,
il y a des tentations. Est-ce que vous pouvez sur ces deux points la rassurer aujourd'hui? Mais de toute façon, il suffit qu'elle nous lise et qu'elle regarde ce que nous disons à longueur de journée, y compris dans ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, pour être tout à fait rassurée. Alors je comprends aussi, vous savez, pour ces gens qui sortent d'une organisation dans laquelle ils ont été parfois depuis 40 ans, la discussion que je peux avoir avec eux individuellement, même je le vois localement à Lille, sont des gens qui à la fois peuvent avoir la tristesse d'une rupture avec leur famille et donc le besoin d'avoir un petit sas, disons, de passage et de justifier qu'il y aurait des points de désaccord. En réalité, quand on touche vraiment au fond avec eux, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas tant de points de désaccord que ça. Si vous regardez par exemple l'interview qui a été publiée dans Le Monde d'Emmanuel Morel, je veux dire, sur le fond, on se retrouve très largement et c'est bien. Mais sur ces deux points précis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'abord, Chavez, Maduro, enfin, nous n'avons jamais prétendu avoir quelque modèle que ce soit. Nous avons eu effectivement, y compris dans la période chaviste, une source d'inspiration qui peut se limiter à quelques mots. Hugo Chavez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a été le premier à faire de la rente pétrolière autre chose que du gavage d'une oligarchie, et il a fait de la redistribution. Voilà tout. Après, évidemment que si vous voulez me faire dire que nous allons faire le Venezuela en France, absolument que non. Et d'ailleurs, dans tous les pays, nous pouvons avoir ça et là des sources d'inspiration. Je vous en cite une. Nous avons proposé, par exemple, l'impôt universel, qui ferait que quand il y a de la fraude et de l'évasion fiscale, vous savez qu'il y en a pour 100 milliards dans ce pays, 1600 € par an et par contribuable, eh bien si vous partez pour raison fiscale, vous payez au fisc français la différence entre votre lieu d'atterrissage et ce que vous auriez payé en France. C'est une idée tout à fait inspirante, ne trouvez-vous pas? Elle nous vient des États-Unis d'Amérique, voyez-vous. Est-ce que vous allez dire pour autant que les États-Unis d'Amérique sont devenus notre modèle dans l'ensemble? Assurément non. Donc nous n'avons pas de modèle, nous avons ça et là des sources d'inspiration. Ce que nous voulons faire est radicalement neuf. D'accord. Est-ce que on peut vraiment débattre au sein de la France insoumise? Est-ce que vous débattez librement, et notamment avec Jean-Luc Mélenchon? Je fais allusion, vous vous en doutez sans doute, à ce qui est rapporté ce matin par nos confrères du journal du dimanche, où un cadre de la France insoumise, qui n'est pas nommé, mais dénonce, je cite, une culture de la terreur pour que tout le monde dise la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Alors non seulement on peut débattre à la France insoumise, mais surtout on doit débattre. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que quand il n'y a pas de débat apparent, vous dites alors on peut pas débattre dans cette organisation, et quand il y en a, tout de suite on se déchirerait parce qu'il y aurait des points de nuance. En réalité non, nous avons des débats. C'est le cas du groupe parlementaire qui n'est pas le mouvement dans son ensemble, il y a les 17 parlementaires de la France insoumise, mais il y a des espaces de discussion, de débat. Vous savez par exemple le programme L'Avenir en commun que nous avons déployé lors de l'élection présidentielle. Il a été décliné en plus d'une 50aine de livrets qui aujourd'hui participent d'une forme de conseil scientifique du mouvement. Tout ça est de la matière modelable. Par contre, je demande, y compris à ce qu'on regarde de près une chose, c'est que ce programme, même s'il est à réactualiser, il sera réactualisé le moment venu, il n'est pas question de s'aborder ou de le nuancer trop fortement, parce qu'il a tout de même recueilli 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Donc on part de cela pour aller au-delà. Nous, ce que nous visons, c'est clair, c'est le fait d'être le recours, l'alternative. Et quand on voit la pagaille indescriptible actuellement, je pense que de plus en plus de gens, y compris peut-être celles et ceux qui nous avaient intériorisés comme des gens complètement pas crédibles ou pas sérieux, voient petit à petit, en regardant de plus près ce que nous racontons, comment nous le modélisons, comment nous chiffrons nos propositions, que tout ça est absolument non seulement sérieux, mais je vais même vous dire une chose, ça va finir par être nécessaire. Face à des défis comme le défi climatique, j'ai envie de dire, tout le monde va être concerné, par-delà même les désaccords politiques. Et le GIEC lui-même, nous sommes de changer quoi? Pas de verdir quelques lignes d'un programme, de changer de modèle économique. C'est d'ailleurs ce qu'a réaffirmé en démissionnant Nicolas Hulot. Donc voyez-vous qu'on sur les questions prend un retard d'environnement absolument considérable. Une dernière question avant de passer la parole à Olivier Beaumont sur le remaniement. On l'attend toujours naturellement. J'imagine évidemment que vous nous attendez d'autant moins de... Ça va très bien pour moi, je vous remercie. De surprise que le gouvernement Édouard Philippe, Emmanuel Macron ont annoncé qu'il s'agissait naturellement de poursuivre la même politique. Vous parlez d'agonie du macronisme. Il n'est pas en train de mourir, le président, il a toujours 3 ans et demi de mandat devant lui, il a une majorité qui le soutient, il est impopulaire mais pas plus que certains de ses prédécesseurs. Il n'y a pas de danger de mort immédiat. Est-ce que dès lors que le président de la République nous dit je ne changerai pas de politique, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de terrible pour le pays à imaginer qu'on puisse en manger pendant encore 3 ans et demi? Moi si. Bien sûr que les institutions de la Ve République le permettent. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'avant lui, il y avait un certain François Hollande qui était dans un état assez proche d'Emmanuel Macron, un peu plus tard dans le quinquennat tout de même, il faut bien le dire, qui a terminé son quinquennat de manière complètement désastreuse. Mais voyez-vous que tout ce temps, c'est du temps que nous perdons. Donc vous lui demandez quoi aujourd'hui, de partir? Moi je lui demande de considérer la situation, c'est-à-dire que non seulement il a l'opinion contre lui, il a des mobilisations sociales
contre lui, il ne veut pas les entendre. Il a aussi quand même au niveau de son gouvernement un vrai problème, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, dès lors qu'il perd François Bayrou, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, c'est-à-dire en gros des piliers extérieurs, se retrouve maintenant rabougris sur le petit socle de la Macronie, c'est-à-dire en gros ces ravis de la crèche que nous avons à l'Assemblée nationale qui, dès lors qu'on utilise le champ lexical du dynamisme et du travail, se sentent complètement enthousiasmés sans qu'il y ait quoi que ce soit de très concret derrière. Et donc il est maintenant à la peine, et je pense clairement d'ailleurs que ces difficultés dans le remaniement sont importantes. Voyez-vous, quand quelqu'un comme Christophe Castaner, qui est censé être un des plus proches du président, se sent a priori, si on en croit ce que dit la presse, autorisé à menacer le président de la République de Il l'a démenti. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, moi je considère qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Juste pour terminer, par exemple, vous voyez, Édouard Philippe, c'est un adversaire politique, il est de droite. Mais je pense que lui aussi doit commencer à en avoir marre. Vous savez, les petites phrases à répétition d'Emmanuel Macron, ceux qui ne sont rien, les fainéants, traversent la rue. Je pense que Édouard Philippe vaut mieux que ça, même si c'est un adversaire politique. Et peut-être que lui serait bien inspiré, peut-être qu'il est le mieux placé d'ailleurs, pour adresser un message clair à Emmanuel Macron en attendant les élections européennes où on se chargera de le faire. Un hommage peut-être un peu inattendu au Premier ministre, on passe à la séquence politique au quotidien. Et c'est à vous, Olivier. Merci Thierry. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Je vous propose qu'on revienne d'abord sur une petite passe d'armes qui a eu lieu en fin de semaine entre François Ruffin, votre collègue à l'Assemblée nationale de la France Insoumise, et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Ça portait à propos du statut des accompagnants d'élèves handicapés en milieu scolaire. Regardez. Chers collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse? Honte de votre sectarisme? Depuis le début de votre mandat, quelle proposition de loi avez-vous porté? Rien, aucune. Et le ministère, quel projet de loi? Rien, aucun. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous vous êtes contenté en groupe, en troupeau, de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. C'est un sujet qui dépasse les clivages. Ça fait 20 ans que gouvernement après gouvernement, il y a des avancées. Il faut savoir dire ce genre de choses. Et ce gouvernement en a fait encore plus que les précédents, puisque nous avons créé en cette rentrée des nouveaux postes d'accompagnants handicapés, d'élèves handicapés, et que nous allons encore le faire à la rentrée prochaine. C'est tout à fait programmé. C'est un sujet très sérieux qui réclame tout à fait autre chose que les effets de manche de Monsieur Ruffin, et c'est vraiment désolé qu'il ait décidé de faire une espèce de coup politique avec Monsieur Pradier sur ce sujet. C'est lamentable. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Éducation nationale? Il parle d'effet de manche, de coups politiques. Il faut rappeler quand même aujourd'hui qu'il y a 80 000 personnes accompagnants pour les élèves handicapés en milieu scolaire pour 320 000 personnes. Et il y a quand même des choses qui ont été faites. Le ministre l'a rappelé. Il y a eu 11 000 créations de postes cette année. Et les contrats aidés précaires, en effet, qui prévalaient jusqu'à présent, sont en phase de régularisation ou en train de passer en contrat de droit public. Donc il n'y a pas rien qui est fait quand même. Bon, écoutez, les professionnels du secteur que vous citez seront les premiers touchés par vos mots et de voir si effectivement la politique du gouvernement est à la hauteur, premièrement. Ensuite, les contrats aidés qui ont été supprimés, ça a été un véritable fiasco, y compris dans ces secteurs. Donc moi, je vais vous dire une chose, que votre petit reportage ne dit pas. C'est que quand nous parlons à l'Assemblée nationale, fort heureusement, nous ne nous adressons pas uniquement à nos collègues dans l'entre-soi de ces lieux. Nous nous adressons à tout le pays. Et ce que vous oubliez de dire, c'est que ce qui s'est passé, et ce à quoi réagissait François Ruffin, c'est que dans le cadre d'une journée de niche parlementaire qui était à l'initiative de nos collègues des Républicains, donc de droite. Il y avait un texte qui était déposé sur ce sujet. Le texte peut être jugé insuffisant pour les uns, pas à la hauteur pour les autres. Néanmoins, ne méritait-il pas d'être discuté? Or, l'ensemble des groupes parlementaires, y compris le nôtre, a fait le travail de fond qui consiste à amender ce texte. C'est-à-dire que contrairement à ce que dit M. Blanquer, nous ne sommes pas les abonnés des effets de manche et des effets de tribune. Nous travaillons sérieusement à faire sans cesse de multiples propositions. Et là, ce qu'il s'est passé, cher monsieur, c'est que le groupe majoritaire, lui, à 300, n'a déposé aucun amendement pour la raison qu'ils sont en nombre suffisant. Écoutez-moi jusqu'à la fin, c'est important que les téléspectateurs entendent ça. Ils ont voulu éjecter ce texte d'un revers de la main. C'est-à-dire, en gros, dire... C'est ce que ça signifie. Le sujet ne mérite pas d'être discuté à l'Assemblée nationale. Et donc mon collègue Ruffin, qui lui a son expertise sur le sujet, qui lui a des propositions à faire, alors que ce n'est même pas un texte qui est à l'initiative de notre groupe, mais un texte issu de la droite. Parce qu'il n'y a pas de proposition de loi et pas de projet de loi que rien n'est fait sur ce sujet-là quand même. Alors peut-être que des choses sont faites, mais moi je viens de commencer par vous dire que d'abord ce qui se faisait était clairement insuffisant et d'en appeler au témoignage de celles et ceux qui y travaillent. Mais quand bien même, est-ce une Assemblée nationale
ou est-ce simplement comme il le dit, une armée de Playmobil qui lève la main en cadence et avec un sectarisme profond. Voyez-vous, nous 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 intéressons pas en tant qu'insoumis à qui parle, à qui propose, pour savoir si l'on s'investit dans les sujets, y compris que nos propres adversaires mettent sur la table. Or, la République En Marche agit de la sorte. Si ce n'est pas son initiative, si ce n'est pas son calendrier, si c'est quelqu'un d'autre qui propose, alors il rejette tout en bloc, quitte parfois 15 jours plus tard à reprendre les thématiques de d'autres partis pour dire c'est à nous que ça appartient. Voyez-vous, à un moment donné, ça dévitalise complètement l'Assemblée nationale. Ils sont les champions de la dépolitisation de ce lieu. Vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être au milieu d'un conseil d'administration. C'est pas à la hauteur d'un grand pays démocratique comme la France. Un autre sujet, peut-être avec des réponses un petit peu plus courtes, malheureusement, parce qu'on a plein de petites choses à voir aussi, sur la question de l'immigration. Vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon aussi l'a dit, qu'il ne voulait pas faire de cette question un thème central de la prochaine élection européenne. En même temps, ce sujet, tout le monde en parle déjà aujourd'hui, vos adversaires politiques, ils en parlent, mais l'élection de l'immigration, elle est là, on en parle aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un risque politique à ne pas vouloir faire de cette question un enjeu central aussi? J'ai pas de difficulté avec le fait qu'on en parle. Je dis une chose, l'espace que ça occupe dans le débat public est déconnecté de ce que ça pèse réellement dans la situation. C'est-à-dire que, vous voyez, ça enjeu européen. Non mais certes, mais ça fait un peu l'effet de la bulle spéculative à côté de l'économie réelle, cette affaire. Voyez-vous, parce que de quoi on parle? On parle aujourd'hui d'1 à 2 millions de personnes aux portes d'un continent de 550 millions, l'Union européenne. Et pendant que les nationalistes de tous bords, et y compris messieurs Salvini, Orban ou Marine Le Pen, parle des migrants, vous avez donné de gens dans des campagnes parfois reculées, qui n'en verront jamais un de leur vie, qui n'en ont jamais vu, qui sont, et comment vous l'expliquez, pris d'une peur véritable, sans se poser la question de savoir pourquoi leur niveau de vie n'augmente pas. Donc c'est-à-dire que pendant que les uns crient au loup avec les migrants, les autres vous font les poches bien tranquillement. Est-ce que c'est pas une manière aussi de masquer certains désaccords quand même sur cette question-là qui existe au sein de la LFI? Moi, si vous voulez, on peut faire une émission là-dessus. Il y a ce manifeste pour l'accueil des migrants où tout le monde passe. Tout le monde a signé, mais Clémentine Autain a signé, vous n'avez pas voulu signer, Jacques Mélenchon n'a pas voulu signer. Je peux vous répondre là-dessus, mais on pourrait faire 3 heures sur l'immigration. Moi, je suis très à l'aise sur le sujet. D'abord, vous dire une chose. Moi, je n'accepte pas de recevoir de leçons de tous ces gens prétendument de gauche, plus à gauche que nous, etc., qui diraient qu'on n'est pas clair sur le sujet. D'abord, pendant la loi Asile-Immigration qu'a posée le maire de Lyon, Gérard Collomb, nous étions présents pour battre le fer contre eux et dire que nous n'étions pas d'accord avec le fait qu'on enferme des gamins 90 jours en centre de rétention. Voyez-vous, c'est la France insoumise qui n'a pas attendu qu'on signe quelques tribunes que ce soit. Et d'ailleurs, celles et ceux qui l'ont signé n'étaient pas au renfort à ce moment-là. Qui a proposé la création d'un statut du réfugié climatique et du réfugié économique. Parce que nous refusons de trier parmi les misères. Pourquoi n'avons-nous pas signé ce texte? Nous en avons signé d'autres. C'est la confusion généralisée. Par exemple, le texte proposant d'SOS Méditerranée, le pavillon français pour l'Aquarius, qui, rappelons-le, n'est pas un bateau de croisière, mais qui fait du sauvetage en mer, nous l'avons signé. En revanche, oui, c'est vrai, nous avons un point de désaccord politique avec le texte que vous citez, c'est-à-dire celui de Mediapart, Regard et Politis, qui parle de l'accueil uniquement, et bien sûr que nous sommes pour l'accueil. D'ailleurs, pour l'accueil organisé, pas de manière anarchique comme c'est le cas aujourd'hui, organisé au niveau européen. Mais qui, dans ce texte, c'est notre avis, c'est la lecture que nous en faisons, fait des mouvements de population contraints une fatalité. Moi, je n'oublie pas, et je refuse d'oublier, que les gens ne partent pas de leur pays de gaieté de cœur. D'une part, et deuxième part, que nos pays ont des responsabilités dans les causes du départ. Le changement climatique, les guerres, les accords commerciaux inégaux. Ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler en amont. Il faut faire les deux choses, l'accueil coordonné, mais le traitement des causes. Une question sur la mairie de Lille. Vous aviez dit très récemment que ça pouvait être une option, l'option de votre candidature dans cette ville. Est-ce que vous en direz un petit peu plus quand même? Ça dépendra de quoi? Mais j'ai des certitudes à vous donner à cette heure. C'est simple, la France Insoumise aura une liste aux élections municipales à Lille. Deuxième, la France Insoumise peut gagner à Lille. Jean-Luc Mélenchon était premier au présidentiel. Deux 17e du groupe parlementaire sont des Lillois. Maintenant, la question qui passionne tout le monde, de savoir ce que ma personne fera là-dedans. Ça dépendra aussi si Martine Aubry sera candidate? Non. Non, clairement. C'est-à-dire, on va pas se déterminer en fonction des volontés des uns et des autres. Qu'est-ce qui va vous décider alors? On va regarder d'abord quel est le rapport de force aux élections européennes. Parce que je voudrais vous dire une chose, il y a toute tentation aux élections locales de tout dépolitiser et de tout déconnecter des enjeux nationaux. Moi je dis la première étape des municipales, ça va être les élections européennes, où on va scruter à la loupe, ville par ville, quel est le rapport de force politique. Et ça compte. Et ensuite, on va se poser la question de savoir, compte tenu de ce qui se fait partout dans le pays, y compris dans des grandes villes dans lesquelles il y a des enjeux et des grandes villes que nous pouvons prendre, est-ce qu'effectivement on choisit tel ou tel? Mais franchement, à cette heure, c'est secondaire. Par contre, vous dire que oui, nous travaillons déjà sur le fond, sur la méthode, sur le fait de repérer partout dans les villes des acteurs de l'insoumission au sens large. Il n'y a pas besoin de se revendiquer de la France insoumise pour incarner l'insoumission. Merci. Donc on travaille. Merci beaucoup Olivier. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous. Ce seront les questions d'écho d'Edwige Chevrillon pour la suite de BFM Politique avec Adrien Quatennens. À tout de suite.
Les questions d'écho, c'est la suite de BFM Politique. Adrien Quatennens, le député France Insoumise du Nord, est notre invité jusqu'à 13h. Et c'est à vous, Edwige Chevrillon. Merci Thierry, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Alors plus que la politique, le remaniement, en fait, ce qui intéresse les Français, on voit dans les sondages, c'est le pouvoir d'achat, puis c'est d'avoir un job. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Sur le pouvoir d'achat, la grande mesure d'Emmanuel Macron a été donc cette suppression de la taxe d'habitation, et donc dès aujourd'hui, 80% des Français vont bénéficier de cette taxe d'habitation. Alors, deux questions par rapport à ça. La première, est-ce que effectivement ça donne plus de pouvoir d'achat aux Français? Je ne sais pas si vous avez vu les tweets de Gérald Darmanin qui monte la feuille d'imposition qu'on reçoit, et pour dire en haut à gauche, c'est là où vous verrez ce que vous gagnez en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vrai que c'est une mesure? Après, il y a un débat pour savoir si c'était la mesure ou pas. Et puis la deuxième question, c'est ce mouvement, c'est une question plus politique, qui s'appelle #balance ton maire, où il y a des maires qui ont augmenté de manière considérable, comme Nice ou d'autres, leur taxe d'habitation. Est-ce que c'est un mouvement politique pour contrecarrer ce que fait Emmanuel Macron? Bon, d'abord commencer par dire que je sais que le gouvernement entretient cette mode qui voudrait que toutes les taxes, tous les impôts soient des charges. On parle même plus de cotisations, vous avez remarqué, il parle de charges, c'est-à-dire que par définition, tout ce qui est taxe devrait être supprimé, en tout cas diminué, parce que ça rendrait du pouvoir d'achat. Je demande quand même à celles et ceux qui nous écoutent de se souvenir que la plupart de ces taxes, de ces cotisations financent d'autres choses en bout de course. Donc est-ce qu'il y a augmentation du pouvoir d'achat réel? Mais pardon, vous voulez dire là qu'on ne peut pas baisser les impôts en France aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dis. On en parlera après, parce qu'il y a un niveau jamais égalé. Sa progression, c'est sûr que il y a beaucoup à redire là-dessus. En tout cas, sur la taxe d'habitation spécifiquement. Bon, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais il y en a tout de même, si on la supprime, pour 26 milliards de manque à gagner pour les communes. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que, évidemment, avoir une taxe en moins dans le budget des ménages... C'est 20 milliards et c'est remboursé à l'euro près. Oui, alors on a besoin quand même d'avoir tout le détail sur la compensation, parce que voyez-vous, pour l'instant, effectivement, je comprends qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant de dire vous n'allez plus la payer. Et donc c'est un pouvoir d'achat immédiat, a priori, qui vous revient. Sauf que la taxe d'habitation finance quoi? Elle finance des services scolaires, elle finance des équipements locaux. En tous les cas, après, on va voir. Oui, elle sera compensée comment? Vous le savez, vous, à cette heure? Moi, non. Et je pense que la plupart des maires ne le savent pas non plus. Depuis des mois, ils cherchent à obtenir des réponses. C'est-à-dire qu'on a des collectivités locales qui ont été tout de même largement mises à contribution. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'une part de voir qu'on n'a plus à payer la taxe d'habitation, mais si on voit par ailleurs que dans la ville, tout un tas de services se dégradent, qu'il n'y a plus d'équipements environnementaux, est-ce que ça veut dire, Adrien Quatennens, que vous comprenez les maires qui ont, un peu par crainte justement d'une pénurie financière, ont augmenté leur taxe d'habitation? Ils doivent bien boucler leur budget, et puis s'ils n'ont pas les réponses du gouvernement claires sur la compensation, ils doivent pouvoir anticiper sans doute le financement d'équipements sur lesquels ils se sont déjà engagés. Ce mouvement? Non, je dis pas que je soutiens, je dis que je veux pas faire dans la démagogie. Je comprends en tout cas la difficulté pour les maires de devoir à la fois être en capacité d'assurer un certain nombre de services pour leurs administrés, et puis de faire face à un gouvernement qui dit on supprime la taxe d'habitation. C'était une promesse de campagne électorale, mais qui à cette heure ne nous a toujours pas dit comment il compenserait. Moi, si on était rassuré sur la compensation, on en parlerait différemment. Mais attention à cette petite donc logique. Pour vous, c'est le point clé, c'est de savoir comment ça va être compensé. Mais le risque, c'est que si vous voulez, comme on est dans un gouvernement qui gère de toute façon la pénurie, puisqu'il veut rentrer dans le tuyau des 3% budgétaires, il ne peut que retirer d'une part pour remettre un petit peu ailleurs. Oui. C'est la même logique sur les cotisations. Quand on dit aux Français, et Gérald Darmanin d'ailleurs fait ça très bien, il dit aux Français, votre salaire net va augmenter, donc votre pouvoir d'achat. Mais c'est pas vrai, parce que les cotisations sont une partie intégrante du salaire. Absolument. Ça finance la maladie, ça finance la prise en charge. Mais les cotisations chômage, justement, les salariés en sont exonérés. Donc là aussi, il va dans votre sens à ce moment-là. Non, moi ce que je vous dis, c'est qu'on a un système social français qui permet par la cotisation de financer certains risques. Le jour où vous avez un accident de la vie... Est-ce que vous avez vu ce chiffre, Adrien Quatennens? 1000 milliards de cotisations et d'impôts en 2017. C'est le chiffre le plus élevé que la France n'a jamais atteint en termes de prélèvements obligatoires. Est-ce que vous vous dites, mais c'est vrai que c'est un peu fou, vous comprenez le ras-le-bol fiscal des Français? Mais quand je vois certains salaires, je me dis aussi, ces sommes sont absolument folles. La raison qui se pose d'ailleurs, est-ce qu'ils sont justifiés? Eh bien là, ces taxes, ces cotisations, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce que les Françaises, les Français sont contents d'avoir ce type de services qui font que notre pays, par ailleurs, est regardé partout dans le monde? Pour vous, il n'y a pas de l'exemple du système de santé. Mais peut-être, mais c'est facile de l'entretenir, si vous voulez. Si vous vous contentez de dire aux gens, comme ça a été fait récemment sur les retraites, est-ce que pour maintenir votre pouvoir d'achat, vous êtes prêt à liquider le système de retraite actuel? Moi aussi, si je dis aux gens, est-ce que pour éviter d'être asphyxié, vous voteriez pour la France insoumise, ils vont peut-être y réfléchir à deux fois. Voyez-vous, il faut se poser la question dans les deux bouts. Mais il y a un moment, il faut être aussi un peu responsable. On voit bien, vous avez dit tout à l'heure une phrase assez amusante, vous avez dit un plan
sans le sou est un plan qui ne vaut pas un sou. Mais les caisses sont vides, de 1000 milliards de dettes. Mais comment ça, les caisses sont vides, madame? Les caisses sont vides, vous avez 1000 milliards d'impositions. Mais alors comment fait Emmanuel Macron pour redistribuer tout ce pognon de dingue aux plus riches de notre pays si les caisses sont vides? Voyez-vous, moi ça me fait penser à ce dessin de Charb où on voit des gens qui en ont plein les poches, d'accord, qui se sont gavés de partout devant des boîtes vides en disant ah, les caisses sont vides. Non, attendez, regardez de plus près ce qui se passe. Nous avons besoin de relancer l'activité de ce pays. Et d'ailleurs, nous subissons. C'est ce qu'il essaie de faire. Non, mais non, je pense pas qu'on puisse le faire. En faisant venir des investisseurs étrangers pour qu'ils investissent en France, pour qu'il y ait du business. Si vous pensez que c'est un peu sa logique. Si vous pensez que le capitalisme d'aujourd'hui est un capitalisme soucieux de la pérennité de l'activité et de la réussite de notre économie, madame, vous vous trompez malheureusement. Aujourd'hui, vous le voyez, les chiffres sont assez clair, à peu près 67% des bénéfices vont dans l'économie spéculative. Seulement 25, ça devrait vous alerter, madame. Écoutez-moi un instant. 25 petits pourcents dans l'investissement productif et seulement 5% dans l'augmentation des salaires. La financiarisation de notre économie, c'est ça que vous la financiarisation de notre économie est le cancer de l'activité. Et celles et ceux qui sont attachés à la relance de l'activité dans notre pays, au fait que l'on produise, que l'on fasse appel aux compétences techniques, ferait mieux de regarder ce que nous proposons plutôt que les règles d'Emmanuel Macron. Justement, demain, c'est la présentation du projet de loi de finances 2019, un budget qui se veut là aussi le budget du pouvoir d'achat. Je crois que demain, vous allez vous présenter, la France Insoumise, votre contre-budget 2019. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dedans, les grandes lignes peut-être, pour contrecarrer ce budget du pouvoir d'achat du gouvernement? Et j'ajoute une question à la question. On a bien compris ce à quoi pour vous servent les impôts. On a bien compris, et c'est dans votre programme depuis longtemps, les impôts qui doivent être augmenter. Non. Mais est-ce qu'il y a des impôts qui doivent et peuvent baisser aujourd'hui en France? Si vous avez intériorisé sur le plan fiscal le fait que la France insoumise égale augmentation des impôts, vous vous trompez. C'est pas ce que j'ai dit. La démonstration c'est pas ce que j'ai dit. D'abord, par exemple, nous sommes soucieux de la relance de l'activité. Vous avez beaucoup parlé de ceux que vous souhaitez augmenter, moins de ceux que vous souhaitez diminuer. Eh bien, je m'en vais vous le dire. Par exemple, la France insoumise, soucieuse de l'activité réelle économique, propose de baisser l'impôt sur les sociétés des PME, par exemple. C'est dans notre programme de 2017 déjà. Tout à fait. Autre chose, sur l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, nous avons 5 tranches d'impôts. Ce qui fait que l'effort est à peu près très concentré et resserré sur ce qu'on appellerait à la SERP la classe moyenne. Nous proposons une véritable progressivité. Tout le monde paierait dès le début. Tout le monde, y compris les 50% de Français qui ne payent pas l'impôt mais à la hauteur véritablement de ses capacités. Ce qui veut dire que la progressivité en serait améliorée avec 14 tranches. Nous avions mis sur pied un simulateur fiscal, vous voyez, nous sommes conséquents, et vous arriviez à ce résultat que tous les Françaises et les Français qui gagnaient moins de 4 000 € par mois, ça fait beaucoup de monde, rassurez-vous, paieraient moins d'impôts avec notre système. Donc finalement, la France insoumise, pour une majorité dans ce pays, ce serait moins d'impôts. Adrien Quatennens, juste demain, des propositions un peu choc dans votre budget 2019. Je viens de vous parler des 14 tranches d'impôts, on parlera de l'imposition universelle, et surtout une chose, entendez bien cela, notre programme, compte tenu de l'investissement qu'il propose, notamment dans la planification écologique, va relancer l'activité par l'emploi. C'est-à-dire que quand certains nous disent l'emploi va se raréfier, moi je vous le dis, un programme comme l'Avenir en commun de la France insoumise est un programme intensif en emploi. Je prends qu'un exemple, réorienter notre système agricole d'une agriculture aujourd'hui intensive en chimie vers une agriculture paysanne, c'est beaucoup d'emplois, d'activités, de compétences. Merci Edwige, merci. C'est le mot de la fin tout de suite dans BFM Politique. Il nous reste malheureusement peu de temps, Adrien Quatennens, pour parler de ce sujet si important qu'est le climat. Vous étiez hier dans la rue, comme des dizaines de milliers de Français, pour la marche pour le climat. Alors, en quelques mots, est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose aujourd'hui et qu'on est en train d'assister à la naissance d'une vraie mobilisation populaire pour mettre la pression sur le monde politique et obtenir davantage? Incontestablement, on le voit dans des dizaines de villes, partout dans le monde, une mobilisation citoyenne très spontanée qui montre que cette question-là, effectivement, inquiète. Et hier, nous avions manifesté, par ailleurs, mi-octobre, sous 25 degrés. Donc maintenant, tout le monde comprend que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de très concret et de très avancé. Mais moi, j'alerte sur le fait qu'il y a une urgence, en plus de la qualité de ce qu'il y a à faire, qu'il y a une urgence temporelle. Le rapport du GIEC nous le dit. Nous n'avons plus trop de temps devant nous pour procéder non pas à quelques petits changements, entendez bien cela, mais à un changement en profondeur de modèle économique. C'est ça dont il s'agit. Voyez-vous, vous parlez tout à l'heure de 1000 milliards. Le GIEC a chiffré à 2400 milliards de dollars ce qu'il fallait investir rapidement pour transformer le modèle. La question qui se pose à nous est très claire. Même si
Je sais que c'est plus confortable de garder une trajectoire bien droite, même quand on sait qu'au bout il y a le mur. C'est peut-être plus inconfortable de changer, mais il va le falloir. Et nos propositions sont là pour ça. Alors justement, il y avait beaucoup de propositions déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Sortir du nucléaire, d'énergie fossile totalement, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, 100 milliards d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'écologie. Comment est-ce que ce leader politique qui parle aussi souvent d'écologie, qui a ses propositions choc, qui parle beaucoup de la mer en particulier, comment vous expliquez le fait qu'il ne soit jamais parvenu à se rapprocher véritablement de l'écologie politique en France, du mouvement des Verts, et qu'il soit dans des rapports très difficiles avec cette partie de l'échiquier politique? Encore une fois, là, vous ramenez le débat, et je le conçois, hein, quelque chose d'assez politicien. Nous voudrions mais c'est important. Oui, mais nous pensons que tout le monde doit être écologiste aujourd'hui, et que l'écologie, ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné. Voyez-vous, hier, il y avait une pancarte à Lille, moi, qui m'a bien plu, parmi toutes celles que j'ai vues, quelqu'un qui écrivait, mais même vos paradis fiscaux seront sous l'eau. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par cette affaire. Elle fait l'intérêt général. Ce que vous appelez politiciens n'est pas forcément. Les Français sont en droit de se demander pourquoi tous ceux qui défendent la cause écologique aujourd'hui sont pas en mesure de travailler ensemble plutôt que se chamailler. C'est ça la question. Il y a entre nous quelques divergences. Nous voulons être des écologistes conséquents. Quand nous parlons de planification écologique, il s'agit de prévoir à long terme une trajectoire qu'organise toute la société et de la mettre en mouvement. Et par exemple, Nicolas Hulot, lorsqu'il sort du gouvernement, dit les traités budgétaires européens nous empêchent d'avoir les moyens de faire ce que nous souhaitons en matière d'écologie. Par conséquent, celles et ceux qui disent, et c'est le cas des formations politiques que vous avez citées, qu'on peut mener une politique sociale et écologiste ambitieuse dans le cadre de ces traités qui sont une camisole de force, eh bien nous disons non, ce sont des affabulateurs. Il y a besoin d'un rapport de force et d'assumer le fait que cette trajectoire changeante va bousculer un peu la société. Mais c'est positif, parce que c'est un défi tragique, mais ce peut être également un défi enthousiasmant. Je préférerais, je le dis toujours comme ça, que l'on se lève toutes et tous le matin en se disant comment on organise le fait que ce ne soit pas la fin du monde et que l'humanité puisse continuer à vivre, que de poursuivre un modèle qui est obsolète du capitalisme financiarisé, du libéralisme, qui va nous mener à la catastrophe. Voilà. Donc il y a un défi qui est enthousiasmant en même temps qu'il est tragique, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la France peut être la locomotive d'entraînement de ce changement. Elle en a toutes les capacités. Nous avons les capacités techniques, nous avons les savoir-faire. Il ne manque plus qu'une chose, la volonté politique. Emmanuel Macron, visiblement, ne l'a pas. Et donc, il y a dans quelques mois aussi des élections européennes. Il y a un message à lui adresser qui est net, parce que s'il n'entend pas les mobilisations, sans doute le bruit des bulletins dans l'urne, il les entendra. C'est le vœu que je forme en tout cas. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été aujourd'hui l'invité de BFM Politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous bien sûr dans un instant. Affaire suivante, Philippe Gaudin, Dominique Rizet. Très belle journée à tous sur BFM TV.